Nous atteignâmes l'île d'Aiae, où demeurait Circé aux beaux cheveux, la terrible déesse à voix humaine, sœur du pernicieux Aétès. C'est le chant d'Is de l'Odyssée, par Homère. Alors non, aujourd'hui nous n'allons pas parler d'une créature de féerie. J'ai plutôt envie de me pencher sur une des plus anciennes figures de sorcières connues, et qui préfigure bon nombre de mythes et de croyances à leur propos. Circé. Circé est décrite en premier lieu comme une déesse. Elle est la fille d'Hélios, dieu du soleil, et de Perséis, une océanide. Elle a pour grands-parents Hyperion, Théia, Océan et Thétis, des titans et titanides, divinités primordiales issues de l'union de Gaïa la terre et d'Ouranos le ciel. C'est une déesse grecque de l'Antiquité, immortelle et puissante, certes, mais avec des caractéristiques très humaines et qui n'hésite pas à frayer avec l'humanité, comme on le verra. Étrangement, son frère Aétès, roi de Colchide, le propriétaire de la Toison d'Or et le père de Médée, une autre sorcière connue, et sa sœur Pasiphae, qui épousa Minos et enfanta le Minotaure, ne sont pas considérés comme des divinités. Mais étudions les textes dans leur d'apparition. Vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, en général, ce qui touche à Homère reste sujet à débat. Il évoque Circé dans son aventure la plus célèbre, sa rencontre avec Ulysse. Après avoir perdu tous ses bateaux sauf un, sur une île peuplée de géants anthropophages, Ulysse aborde l'île d'Aiae et envoie un groupe d'éclaireurs. Histoire de ne pas tous mourir au cas où il y aurait encore un monstre. Nos fiers guerriers arrivent jusqu'à une superbe maison dans la forêt entourée de lions et de loups apprivoisés. Ils entendent alors une magnifique voix de femme, c'est Circé qui chante tout en travaillant sur son métier à tisser. Ils décident de l'appeler. Mademoiselle! Et elle accourt pour les faire entrer et leur propose à boire. Un des marins, Euryloque, s'esquive, flairant un piège, juste à temps pour voir Circé transformer à coups de baguette ses compagnons sous l'emprise d'un filtre en cochon. Visiblement étonné qu'une femme seule face à un groupe d'hommes armés utilise un moyen de les rendre inoffensifs, Euryloque repart vers le bateau prévenir Ulysse. Celui-ci décide d'aller chercher ses junkies d'amis. En route, il rencontre Hermès, qui l'a visiblement la bonne, et qui lui donne un contrepoison au filtre. Une plante appelée Molly ou Molu. Petit aparté sur les plantes et la métamorphose. Des chercheurs attribuent le coup de la transformation à l'emploi de solanacées comme l'astramoine, la belladone ou la mandragore, appelée parfois herbe de Circé, contenant de l'atropine, un alcaloïde propre à vous donner des délires hallucinatoires comme se changer en animal. En fait, les compagnons d'Ulysse ne se seraient pas transformés en animaux, mais auraient été complètement déchirés. Concernant la Molly, il existe des hypothèses pour la définir. Aïe, mandragore, arochalim. La plus intéressante selon moi est la théorie qui parle du perce-neige. En effet, celle-ci contient de la galantamine, un principe actif qui contrecarre les effets de l'atropine cités plus tôt. Ce qui aurait permis à Ulysse de ne pas finir totalement perché. Et effectivement, Ulysse, après avoir bu la potion de Circé et avoir été frappé par la baguette, reste sous forme humaine. Suivant les conseils d'Hermès, il menace la magicienne avec son épée. Que tout ceci est phallique. Stupéfaite, Circé le reconnaît, il ne peut être qu'Ulysse, dont Hermès lui a prédit la venue. Ça sent un peu trop le coup fourré divin, cette histoire. Elle lui propose de coucher avec elle afin que, je cite, « qu'unis sur cette couche et devenus amants, nous puissions désormais nous fier l'un à l'autre ». C'est direct, mais ça a l'avantage d'être clair. Mais Ulysse ne l'entend pas de cette oreille. Il a peur que Circé, pendant le sexe, ne lui vole sa virilité. On va y revenir. Il lui demande de jurer le grand serment des dieux de ne pas lui faire de mal. Circé jure, et ils couchent ensemble. Visiblement, la présence de ses compagnons transformés en cochons dans les tables ne le trouble guère. Plus tard, la magicienne lui rend ses compagnons devenus plus jeunes et plus beaux qu'avant, et tout le monde va squatter un an dans la maison. Et encore, c'est pas Ulysse qui décide de partir, mais ses compagnons qui le poussent à reprendre la route, alors qu'il a une femme et un enfant qui l'attendent à Ithaque. Circé ne les retient pas, mais leur donne plusieurs conseils pour survivre aux sirènes et aux monstres qu'arrivent des Scylla, mais surtout pour invoquer l'âme du devin mort Tirésias pour qu'il lui parle de son avenir. Et pour les aider à partir, elle invoque un vent puissant qui gonfle leur voile. Tous les attributs de la sorcière sont là. Circé est, pour encore citer Homère, particulièrement experte en de multiples drogues et poisons propres à opérer des métamorphoses. Plus tard, Ovide évoque sa cueillette de plantes magiques et médicinales aidées par des nymphes. Elle sait aussi se faire obéir des animaux, éléments que l'on retrouve plus tard dans les familiers des sorcières. Elle maîtrise les éléments, les sorcières étaient accusées de contrôler le climat pour détruire les récoltes. Elle vit dans une maison retirée du monde. Mais au lieu d'une chaumière au fond de la forêt, on est plutôt sur une grande maison de pierre lisse, décorée de draps pourpres, de meules d'argent et de vaisselle en or. Pour jeter ses sorts, Circé utilise une baguette, rhabdos en grec, mot qui désigne aussi une branche, un sarment, une verge pour frapper ou un sceptre. Une ancêtre donc de la baguette magique qui reste tout un symbole aujourd'hui. Circé est très belle, ce qui n'est guère étonnant pour une déesse, mais ce trait physique attisera aussi plus tard les envies de bûcher pendant la grande chasse. L'archétype de la femme fatale traumatisait déjà les Grecs anciens, visiblement. Ses interactions avec Ulysse sont très intéressantes. Elle n'hésite pas à lui proposer cash de coucher avec elle, une liberté sexuelle qui a aussi été reprochée aux sorcières pendant les procès,
toute cette luxure constituant une menace pour la bonne marche de la société. Alors que, bizarrement, aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont considérés comme naturellement obsédés par le sexe, et les femmes peu portées sur la chose. Et que ce n'est pas perçu comme un problème. Pas par eux, en tout cas. La réponse d'Ulysse à la proposition est assez épique. Notre fier guerrier craint de se faire voler sa virilité. Les sorcières étaient accusées de pratiquer le nouement de l'aiguillette, un sort provoquant l'impuissance masculine. Il semblerait que la peur de perdre à jamais son érection après une partie de jambes en l'air titille les hommes depuis longtemps. Ah mais c'est de là que vient la misogynie, il y a des hommes qui ont peur des femmes en fait. Il est intéressant de voir que les arguments des procédés sorcières, initiés au XVe siècle, reprennent un folklore né pendant l'Antiquité. Mais il faut dire qu'à cette époque, qui voyait l'avènement de la Renaissance, les auteurs antiques avaient la cote. Les érudits, cherchant sans doute la sagesse qui leur faisait défaut, perpétuant ainsi une bonne vieille idéologie misogyne. Au-delà de ça, Circé est aussi en lien avec le monde des morts, car elle initie Ulysse à la Nekia, le sacrifice rituel permettant d'invoquer l'âme des défunts. Son utilisation du métier à tisser la rapproche des déesses tisseuses de destin, comme les moires grecques et les parques latines. Elle manie sans mal les forces d'Eros et Thanatos, redoutables divinités de sexe et de mort, entrecroisant les fils du destin. Circé est ici une figure profondément ambivalente, autant inquiétante que bienfaitrice, dispensant son aide ou son châtiment selon son bon vouloir. Vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, Apollonius de Rhodes la mentionne dans ses Argonautiques, narrant le voyage de Jason et ses compagnons à la recherche de la toison d'or. Alors, pour résumer, Jason, pour récupérer le trône de son père, est sommé par son oncle de ramener la toison d'or, artefact détenu par Aétès, roi de Colchide et frère de Circé. Il rassemble une troupe de héros et embarque sur l'Argo. Arrivé en Colchide, Aétès n'accepte de lui donner la toison d'or que s'il triomphe de plusieurs épreuves. Heureusement pour Jason, Médée, la fille du roi, tombe follement amoureuse de lui. On dit qu'Eros sur ordre d'Héra a contribué. Elle l'aide à gagner la toison et s'enfuit de chez elle avec son amoureux. Certains récits relatent comment Médée découpe le corps de son frère Apsyrtos venu avec eux, le balance dans la mer pour ralentir son père venu les pourchasser. Apollonius, dans sa version, raconte le meurtre du jeune prince qui menait le contingent envoyé pour ramener Médée au bercail. C'est Jason qui le tue alors que sa sœur l'avait attiré à l'écart de ses hommes. Poursuivis par la colère des dieux, les deux amants abordent l'île d'Aiaé. Ils y trouvent Circé entourée de monstres mi-hommes mi-bêtes et occupée à se purifier rituellement dans la mer. Elle a fait la veille un cauchemar où elle a vu son palais inondé de sang et ses potions en proie des flammes. Médée et Jason prennent la position des suppliants, et Circé accepte de mener une cérémonie afin de les purifier. Elle teint leurs mains du sang d'un cochon égorgé, fait des libations en l'honneur de Zeus et brûle des offrandes de gâteaux et de miel pour les Érinies, les divinités vengeresses. Ce n'est qu'après que sa nièce lui avoue sa fuite et le meurtre de son frère. Choquée, Circé lui demande de partir. L'épisode précède chronologiquement l'Odyssée. Ici, Circé est capable de rêves prémonitoires, son cauchemar la prévenant de l'arrivée des amants meurtriers. Outre le Nikia, elle connaît d'autres rites magiques et religieux, comme celui de la purification des assassins. On ressent encore son ambivalence dans l'aide qu'elle accorde à sa nièce. Elle accepte de la purifier du meurtre pour éviter la colère des dieux, mais lui refuse son hospitalité au vu de l'horreur du crime. Malheureusement, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, Circé va avoir un parcours que je qualifierais de commun quand on évoque dans les textes une femme puissante. Ovide en particulier en fait une figure sombre et cruelle qui manie les poisons, sait obscurcir le ciel et fait marcher les arbres, invoque Nyx le chaos et Hécate. Il lui ampute aussi un puissant appétit charnel, comme si c'était une mauvaise chose. Selon lui, elle tombe amoureuse du dieu marin Glaucos qui lui demande un filtre pour gagner l'amour de la nymphe Scylla. Et la magicienne en tombe amoureuse et n'arrivant pas à le séduire, elle verse un poison dans le lieu de baignade préféré de sa rivale qui se transforme en monstre à 9 têtes. Tandis que Glaucos s'enfonce dans l'océan pour la pleurer, Scylla élit domicile en face de Charybde et devient la terreur des marins. Circé s'éprend aussi de Picus, un demi-dieu vivant sur la colline d'Aventin, et qu'elle rencontre alors qu'elle cueille des plantes. Mais il est amoureux de la chanteuse Canance, fille de Janus, et rejette l'enchanteresse. Elle transforme donc Picus en pivert. Ensuite, elle peuple les environs avec de nombreux animaux, en transformant les amis de Picus venus chez elle pour chercher le jeune homme. Canance, désespérée par la disparition de son bien-aimé, fond en larmes et disparaît. Diodore de Sicile raconte que Circé est donnée en mariage au roi des Sarmates. Elle l'empoisonne et traite ses sujets avec tant de cruauté qu'il la chasse du royaume. Diodore en fait aussi la fille d'Aétès et surtout d'Hécate, sombre déesse de la lune et de la magie. Virgile dans l'Énéide décrit avec insistance les victimes des métamorphoses de la cruelle déesse. Des lions, des cochons, des ours, des loups errant autour de son domaine. En bref, Circé se transforme en total archétype de la méchante sorcière. L'histoire de Calcos, écrite par Parthénios de Nicée, nous permet de retrouver une Circé qui ne se laisse pas emmerder par les hommes qui ne comprennent pas le mot non. Pendant le séjour d'Ulysse, Calcos tombe amoureux d'elle et la courtise avec insistance. Mais Circé, amoureuse du roi d'Ithaque, le repousse et lui interdit de mettre le pied sur son île. Il passe outre et la magicienne, furieuse, lui tend un piège. Elle l'invite dans son palais et lui sert un somptueux repas. Mais la viande est assaisonnée d'un filtre magique qui frappe Calcos de folie et Circé le chasse dans ses écuries avec les porcs. Plus tard, l'armée du roi débarque sur Aiaé pour le chercher et l'enchanteresse le délivre du sort en lui faisant jurer de ne jamais revenir.
conclusion, ce qui ressort de tout ça, c'est la complexité et la puissance de Circé. Elle peut être à son gré un obstacle ou une aide, mais elle sait reconnaître la valeur chez les gens et les mène vers la connaissance par des chemins étranges. Elle se trouve à la frontière des mondes, les divinités, les humains, les animaux, les morts, ce qui lui permet d'être une initiatrice et une transformatrice. Le retour à la vie sauvage induit par la métamorphose est alors une étape vers la connaissance. Les compagnons d'Ulysse n'en sortent-ils pas plus jeunes et plus beaux ? En outre, l'hypothèse de l'hallucination sous alcaloïdes sert aussi ce propos, faisant de Circé une descendante directe des chamans et de leurs plantes entéogènes. Elle accorde le savoir à qui lui paraît digne. Ulysse sera grâce à elle un des rares à survivre aux sirènes. C'est une maîtresse femme. Elle mène sa vie comme elle l'entend et impose sa volonté, même si les hommes essayent de lui imposer la leur, que ce soit Hermès, Ulysse ou Calcos. Les auteurs antiques font de même d'ailleurs. D'une figure libre, complexe et puissante, ils tentent d'en faire une créature injuste et cruelle dominée par ses désirs. On trouve déjà une critique de la sexualité féminine et la volonté de faire de la puissance d'une femme quelque chose de maléfique. Alors oui, Circé est une femme, une déesse, une sorcière, une figure de puissance et de transformation. Ça vous pose un problème ?